Bonsoir et bienvenue à tous. Je me présente Anne-Marie Asselin. Je suis biologiste marine et cofondatrice de l'Organisation Bleue. On est fiers de vous présenter la deuxième édition du festival La Semaine de l'Océan, un phénomène canadien qui allie vulgarisation scientifique, art et créativité qui se tient du 1er au 8 juin. L'événement a été mis sur pied par l'Organisation Bleue, un organisme qui lutte pour la conservation de l'environnement par le biais de la vulgarisation scientifique et du média créatif. Durant toute la semaine, on va aller à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs, d'artistes, de scientifiques qui vous feront découvrir des idées, des projets, mais surtout du contenu pour vous sensibiliser à l'importance de maintenir nos océans et notre fleuve en santé. Ce soir, on vous présente une conférence originale, un panel de discussion avec 4 entrepreneurs issus du milieu de la mode qui se sont donnés comme mission de faire une différence sur l'environnement. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur des procédés de fabrication innovants, des nouvelles technologies, des fibres textiles et même le surcyclage de matières. Sans plus tarder, je vous laisse entre les mains de Myriam Laroche, votre modératrice pour la soirée. Je vous invite à lui poser vos questions tout au long de la conférence. On prendra un bon 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Sur ce, bonne soirée et bonne présentation. Allô tout le monde, bienvenue sur le panel de la mode durable pour préserver l'océan qui est présenté dans le cadre de la semaine de l'océan qui a débuté hier et qui se poursuit jusqu'au 8 juin, le 8 juin étant la journée mondiale de l'océan. Le panel et la semaine de mode, pas la semaine de mode, désolé, la semaine de l'océan est produite par Organisation Bleue. Et le panel est présenté aussi par la Maison du développement durable. On fait ce panel-là aujourd'hui pour parler de l'impact de l'industrie du vêtement et du textile sur les océans et les rivières, la consommation d'eau que l'on prend pour faire les vêtements et évidemment la consommation d'eau qu'on prend à la maison pour entretenir nos vêtements. Alors, sans plus tarder, je vous présente les panélistes de ce soir, une super de belle gang. Allô tout le monde? Ça va bien? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Yes! Alors, on va commencer par Geneviève Tremblay, cofondatrice de Move Activewear. Geneviève est océanographe spécialisée en biologie marine. En 2017, tu as cofondé Move Activewear avec ta sœur Stéphanie. C'est bien ça? Oui, et exact. Move Activewear, oui. Et excuse-moi. Non, oui, et en Move fait, c'est Activewear, ça. ce que je veux. Oui. Non, je t'écoute. On a un délai, je crois. Ah oui. Écoute, ce que je veux préciser de Move Activewear, c'est que ce qui est super trippant, c'est que vous avez créé une matière, un textile qui déploie et qui rejette moins de particules de plastique dans l'eau. Alors, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Quelle a été la démarche derrière tout ça? Oui, en fait, effectivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Move Activewear est né, oui, en 2017. Puis au départ, on s'est pas dit, je vais créer une fibre qui est biodégradable. Au départ, on a vraiment travaillé sur le fit, premièrement, au niveau du legging d'entraînement chez la femme. Puis par la suite, dû à mon historique d'océanographe, d'océanographe, on a voulu, en fait, créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas sur le marché et une solution qu'on croyait qu'elle était pensée un peu plus, je dirais, j'aime ça dire, là, 360. Donc, de A à Z, upstream, downstream, dans le sens que on a voulu créer quelque chose que quand on lave notre legging au lavage, parce qu'on s'entend qu'on a besoin de laver notre legging parce que quand on s'entraîne, ben c'est ça. C'est pas des jeans ou whatever. On a besoin quand même de le laver. Malheureusement, heureusement, mais le malheureusement, c'est qu'on a besoin de la laver. Le heureusement, c'est qu'on limite le rejet de microplastiques vers les sites d'épuration d'eau, puis par la suite vers les océans. Parce qu'à savoir, une fibre qui est synthétique, souvent les leggings d'entraînement sont faits avec une fibre synthétique, que ce soit du nylon ou du micro ou quelque chose comme ça. Donc, on a voulu vraiment avoir une fibre qui est aussi près de la nature que possible et qui n'a pas de plastique dedans, finalement. Parce que
on veut pas que ça se rejette, comme je disais tantôt, là, vers la laveuse pour ensuite dans les océans. Puis la deuxième chose aussi qu'on voulait, c'est un peu limiter le textile dans les sites d'enfouissement. Fait que c'est sûr, à savoir, une fibre synthétique, ça prend quand même 400 ans en général là, de se dégrader naturellement. Alors notre fibre, ça prend 4 ans. Fait que c'est quand même deux enjeux. Le premier enjeu qu'on a voulu en fait attaquer, c'est le microplastique qui est un enjeu invisible à l'œil nu. Donc, puisque c'est invisible à l'œil nu et que c'est malheureusement très présent dans les océans, c'est à peu près 35% du plastique qui est invisible à l'œil nu, ben on attaque cet enjeu-là puis on essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Puis donc, dans un contexte de sport. Fait qu'il faut que ce soit performant, faut que ça respire, faut que ça, tu sais. Fait que voilà. C'est un peu l'historique là, du pourquoi et de ce qu'on fait. Ben génial, merci puis bienvenue, merci d'être là. Ça va merci. être super de jaser avec toi. Yay! Maintenant, Eric Wazana, cofondateur de Yoga Jeans. Eric Yoga Jeans est venu au monde en 2000. C'est le jeans le plus confortable du monde, je confirme. Et c'est fait ici au Québec. Parle-nous un peu de ta démarche, comment tout ça est devenu Yoga Jeans. Oui, absolument. Donc, moi, j'adore les jeans. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en affaires quand même. Donc, on a quand même une approche très, j'ai envie de dire 360 degrés. On commence avec les matières en tant que telles, le procédé de production qui, on le sait, utiliser ou utilise dans certaines autres brands beaucoup d'eau. Et aussi, on pense à l'après-vie du jeans. En tant que tel, on a une super belle tribu. Yoga Jeans, c'est un lifestyle, c'est un jean qui a envie de faire la différence. Puis ce qui est important, c'est que les gens qui appartiennent à notre tribu, on est très très chanceux de les avoir. On avance tous ensemble dans la bonne direction en tant que tel. Donc c'est incroyable d'avoir un super support de notre clientèle, puis qui nous suivent, puis qu'ils apprécient tous les efforts que l'on fait à tous les jours pour essayer de faire la différence. C'est quand même une belle brand. Puis on a quand même plus de 500 employés, donc on fait un certain volume, donc on est capable de faire la différence aussi. Donc c'est super fun puis gratifiant de pouvoir y appartenir à cette tribu-là. Donc voilà. Moi, si je peux me permettre, en tant que jeune designer, ben je sais que tu as vraiment été un exemple pour nous là. Puis c'est ça, quand on s'est lancé, ça a vraiment été un phare, là, justement. Fait que, voilà. Bravo. Merci, Laurence. Génial. Ben, on vient d'entendre Laurence Lambert, cofondatrice de Once Again. Once Again, c'est venu au monde en 2018. À la fin 2018, comme tu me disais, Laurence, c'est une marque montréalaise unisexe qui se spécialise, entre autres, dans le surcyclage. Pour d'autres personnes, c'est le upcycling en anglais, là, si vous avez entendu le terme avant. Ta marque se divise comme en 3 sous-marques, nouveau, encore et toujours. Peux-tu nous parler un petit peu de exact. Ça? Ben, en fait, nous, mon partenaire et moi, Louis, on n'avait jamais pensé qu'on se ramasserait dans ce domaine-là. Ça s'est un peu passé comme par défaut, là, entre guillemets. Le déclic, ça a été, en fait, on a écouté un documentaire que je conseille à tout le monde, là, qui s'appelle The True Cost. Je sais que pendant un bout, il était disponible sur Netflix, là, en tout cas. Je sais plus s'il l'est, mais bon, ça vaut vraiment la peine d'être capable de le trouver puis de le regarder. Puis, en fait, suite au visionnement de ce documentaire-là, moi, j'ai appris que l'industrie du textile, c'était la 2e industrie la plus polluante au monde, après l'industrie du pétrole. Puis je me souviens aussi comme une statistique qui m'a vraiment marquée, c'était en fait que ça disait que pour produire un t-shirt en coton régulier, ça prenait 2700 litres d'eau, qui équivaut à environ 70 douches. Puis là, moi, je me souviens d'avoir comme picture mon garde-robe, puis toutes les camisoles, les t-shirts, tout ça que j'avais, puis je me suis dit, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est un peu là que Once Again est né. Puis en fait, nous, c'est ça, on a subdivisé en 3 marques différentes. Fait que comme tu disais, Myriam, c'est nouveau, encore et toujours. Puis en fait, chaque marque s'attaque, si on veut, à une problématique reliée à l'industrie de la mode. Fait que pour Nouveau, c'est notre marque qui est plus haut de gamme, puis tout est fait à partir de teintures naturelles. Fait que c'est bon, des fibres certifiées biologiques et fait avec des teintures à base de plantes au lieu d'utiliser des teintures chimiques.
Après, ben pour encore, c'est vraiment notre marque qui est c'est du upcycling, fait que c'est vraiment de la récupération textile. Puis la dernière, ben c'est toujours en fait pour l'instant s'adresse plus à des compagnies. C'est en fait notre but avec toujours, c'est de démocratiser la mode éco. Fait que c'est vraiment on offre des produits, c'est comme t-shirts, sweatpants, sweatshirts, des tote bags, qui sont dans le fond c'est des basics qui sont abordables pour essayer justement là d'avoir des compagnies, tu sais, de supporter les compagnies dans cette transition écologique là. Puis c'est ça. Puis en fait, ben je dirais pourquoi on s'est mis à, en fait, comment encore a vu le jour, c'est vraiment, on travaillait avec, ben en fait, on a un ami qui lui a une friperie. Puis un jour, il nous est débarqué avec 200 bas de pantalons. Que lui, en fait, il avait pogné un contrat, il fallait qu'il coupe des pantalons pour en faire des booty shorts, là, fait que des shorts comme super courts pour filles. Lui, il était comme, ah, ben ça, je sais pas quoi faire avec, fait que je vous les donne si vous les voulez. Puis là, Donc, des longs, comme des, presque toute une jambe, en fait? ouais, c'est ça. Puis, OK. puis là, on s'est dit, bon, OK, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais là, on voulait pas y dire non, on les veut pas, là, fait qu'on les a pris. Puis en fait, c'est un peu comme ça que ça a commencé, dans l'optique que là, on regardait, en plus, c'était des cargo pants, fait qu'il y avait comme des poches, fait que c'était un peu difficile à travailler, là, si on veut, c'était un beau défi, fait qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis c'est comme ça qu'on a fait comme notre premier produit, si on veut, pour encore, on a fait des fanny packs. Puis là, ben justement, tu sais, on a eu de plus en plus de gens qui, tu sais, à droite, à gauche, ah ben moi, tu sais, j'ai tel produit, le voulez-vous, tout ça. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé là-dedans. Juste pour expliquer aux gens, en fait, la définition du upcycling ou du surcyclage, ben c'est pas nécessairement comme clair pour tout le monde, là. En fait, ben c'est l'action de récupérer une matière ou un produit, puis vraiment de la transformer, puis d'y donner une valeur ajoutée, fait que d'y donner une nouvelle vie en la transformant. Fait qu'on dit souvent, tu sais, le terme aussi, on dit du recyclage vers le haut. Puis c'est ça, puis c'est quand même un mouvement qui a pris quand même beaucoup d'ampleur dans les dernières années, notamment par tu sais, le fameux DIY, là, do it yourself. Fait que, tu sais, ça peut être autant, ben oui, dans la mode qu'on en parle aujourd'hui, mais tu sais, de récupérer toutes sortes de matières, là, c'est pas mal un lifestyle aussi, je dirais. Oui, on le Fait voit que beaucoup voilà. dans la déco. On le voit beaucoup dans la déco aussi, dans plein d'autres industries. Merci, Laurence. En fait, je veux revenir sur le T-shirt et de la consommation d'eau. L'industrie du vêtement, c'est justement a beaucoup d'impact. Bon, ça crée beaucoup de gaspillage, ça consomme beaucoup d'énergie, ça a un Mhm. impact sur les travailleurs du vêtement. Et la consommation d'eau, les gens trouvent ça énorme, mais je veux vous dire que la consommation d'eau, si on prend surtout le coton, on parle de l'arrosage du coton. On a besoin d'eau pour teindre les vêtements. On a besoin d'eau pour transformer le coton en fil. Et donc, ça inclut tout ça. Et ensuite, bien, on consomme de l'eau aussi chez nous à la maison pour continuer l'entretien, ce dont on va parler après. Ben, je vais commencer peut-être avec toi, Geneviève, qui est océanographe. Moi, j'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Peut-être un peu de statistiques, un peu sur si tu as des chiffres un peu pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans nos océans en ce moment et à quelle réalité on fait face par rapport à la pollution qui est produite par l'industrie du vêtement et du monde aussi. Oui, ben en fait, moi je trouve qu'il y a quand même deux stats là, dont je peux parler, que moi je trouve que ça parle beaucoup, dans le sens que quand on parle que en 2050, on prévoit qu'il y ait autant de plastique dans l'eau, dans les océans que de poissons, moi Wow. perso, je trouve ça intense. Fait que, au niveau de la biodiversité, je veux dire, tu sais, je pense qu'en ce moment, je vous dirais là que les études scientifiques au niveau de l'impact du plastique dans les océans, c'est depuis 1970. Il y en a, ça existe. Depuis les années 2000, il y en a beaucoup, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis, ce qui est, comme je repars avec mon idée du départ, de ce qui est invisible, souvent on en parle moins.
parce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on voit, on en parle. Fait que tous les déchets provenant de la Terre, des runoff, excusez mon anglicisme, des versements, tout ce qui provient de la Terre, qui se ramasse dans les océans, que ce soit, c'est souvent en fait du plastique à usage unique, par exemple, effectivement les bouteilles et tout ça. Il y a des techniques pour pouvoir les ramasser, pour en refaire du textile, ce qui est excellent, c'est une des solutions. Ce qu'on ne voit pas, ben, on a de la misère, en fait, à l'analyser, à y donner un chiffre, à y donner des quantités. C'est beaucoup d'estimation. Je pense que les techniques au niveau de filtration et de récupérer ces microplastiques-là, deviennent de plus en plus, comment dire, je veux pas dire ça à coche. Hey, je m'excuse, mon anglicisme à soir, ça va bien. Mon Dieu Seigneur. Tu es à coche. On the coche. On de coche, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, quand on parle de tout ce qui est, effectivement, en fait, c'est ça. Fait en 2050, il va y avoir autant de plastique que de poissons. Fait qu'on s'entend qu'il faut faire quelque chose. Puis là, je parle de plastique qu'on voit et qu'on ne voit pas. Les deux, là, tout confondu. C'est ça que je voulais préciser. Oui, tout confondu. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est l'impact négatif de toute la chaîne trophique. On parle des petits mini-organismes qui ingèrent le plastique. Après ça, on parle de zooplancton, on parle de petites larves, de petits poissons, de plus gros mammifères marins. Et tout ça, il y a un impact. Ça va jusqu'aux humains. Ça va jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, on en mange du poisson. Ben, il y a ce qu'on appelle la biomagnification. Donc, d'un chaîne trophique à un autre, ben, ça se passe au niveau du taux de plastique présent dans ces organismes-là. Donc, je trouve que cette stat-là est assez alarmante. Donc, il faut trouver des solutions. Puis, la deuxième stat que je voulais aussi peut-être mentionner, c'est que de tout le plastique qu'on retrouve dans les océans, ben, comme vous avez peut-être vu dans l'introduction pour le panel, ben, 35% de ce plastique-là, c'est des microfibres. Fait que les microfibres, ben, ils proviennent de deux choses. Principalement, de la fragmentation du plus gros plastique et des rejets via la laveuse vers les océans. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez, du moins, alarmant. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, mais on s'entend que les problèmes environnementaux, là, si je vois un peu plus large, là, une vision plus large, les problèmes environnementaux, ça a quand même pris des années, des décennies. Tout ce que l'humain a fait négativement sur l'environnement. Fait que c'est certain que trouver ces solutions-là, ça prendra pas juste un an. Ça prend des années et des décennies. De la persévérance, puis de la patience. Et des solutions les plus possibles pensées dans le contexte dont on est. Dans le fond, en tant que brand, pour nous. Et j'aimerais ajouter du financement. Hein? C'est ça aussi que... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Hein? On se cachera pas. Quand on regarde, il y a déjà beaucoup de technologies qui sont en place, mais tous ces petits concepts-là ont de la difficulté à devenir plus gros parce qu'il n'y a pas de sous. Alors, allô, gouvernement et grosses compagnies qui font beaucoup de sous. Allô, c'est une réalité que... Je le dis souvent, les grosses marques qui vont vouloir rester, c'est ceux qui vont redistribuer les profits dans cette recherche-là parce que même si on a tout le brain puis toute l'intelligence du monde, s'il n'y a pas de sous qui vont backer ça, qui vont rendre la technologie accessible, ça va être, c'est là aussi un point dramatique. Alors, coucou à tous ceux qui ont des sous pour aider les plus petites entreprises. Exactement. Puis Myriam, si je peux me permettre, là, honnêtement, tu sais, nous autres, notre tissu, on le tisse ici, à Montréal. Je le fais même pas faire ailleurs. Fait que c'est ici, c'est local, c'est des artisans du tissu qui font ça ici, on travaille en partenariat ensemble, puis on a créé un tissu qui est performant, athlétiquement performant. Fait que why not d'abord le redistribuer? On a pris la formule magique, que ce soit gainant, élastique et tout ça, et on a la formule de, en plus c'est biodégradable, puis ça limite le rejet du microplastique. Et c'est fait au Québec. Fait que, wow! Alors ma question est, puis c'est une matière auquel vous seriez ouvert à partager avec des détaillants qui aimeraient par exemple faire du programme privé et des trucs?
Ben, en fait, c'est parce qu'on est rendu à un niveau de connaissance qu'on est capable de dire, OK, est-ce que vous le voulez plus dense, moins dense, plus ci, plus shiny, moins shiny, plus mauve, non, non, non. Fait que oui, il y a du potentiel. Wow, j'adore. J'avais une autre question, mais ta petite pitoune, là, elle me dit quoi? Bonjour. OK. Alors, ben c'est ça, non, je trouve ça génial. Puis, on a vraiment besoin d'investir dans des technologies comme la tienne. Puis, c'est ça que je voulais te dire, c'est avant qu'Anne-Marie me contacte, j'avais même pas entendu parler de toi et je suis là-dedans à tous les jours. Juste pour vous dire à quel point on a besoin d'aide, pour partager l'information. Donc, on a besoin de vous, ceux qui écoutent en ce moment, les consommateurs, de parler de ces découvertes-là parce que moi, je suis là-dedans temps plein et je le savais pas. C'est ça. Alors, je suis super contente de voir que ça existe. Bravo. Merci beaucoup, Geneviève. Sur ça, je vais parler encore de consommation d'eau. Puis, je vais parler de consommation d'eau. Je vous ai parlé du T-shirt, mais je vais vous parler de la consommation d'eau dans le denim. Le denim qui est le jeans qui est un des items les plus vendus sur la planète. Hein? On s'entend, je pense qu'il a été dépassé par le legging récemment, là, mais il reste que ça a toujours été le numéro 1. Alors, Éric, j'aimerais que tu me parles un peu, parce que non seulement ton jeans est fait ici, mais c'est un jeans qui consomme moins d'eau au niveau de sa fabrication. Corrige-moi si je me trompe. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la quantité d'eau qui est nécessaire pour des denims réguliers. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec Yoga Jeans? Absolument. Donc, oui, absolument. Donc, Yoga Jeans, je veux juste dire, soit dit en passant, que notre équipe a fait une vraiment belle job. Puis, les Yoga Jeans, c'est comme des leggings. Donc, on en a vendu plus que jamais dans les années dernières. Donc, c'est le fun. Puis, je suis super fier de le beau produit qu'ils ont fait. Donc oui, denim et eau, ça va ensemble. On le sait que ça consomme beaucoup d'eau. Nous, on a choisi d'aller dans une direction où on allait utiliser la technologie pour nous permettre de faire un bon usage de cette eau-là. La stratégie, elle était au début, OK, comment est-ce qu'on utilise le moins d'eau possible? Comment est-ce qu'on utilise l'eau, mais on la rend propre? Donc, il y a quand même beaucoup de technologies qui sont devenues disponibles au travers des dernières années. Et donc, on utilise plusieurs de ces technologies. Puis, en 2016, on a investi dans notre propre plan ici à Montréal de recherche et de développement, justement pour pouvoir pousser ça au plus loin et à l'extrême pour être le plus responsable environnementalement parlant. Excusez-moi, je viens de finir une conversation en anglais. Environnementalement. Sorry. Super. Donc, la première étape, c'était de dire, OK, on parlait à un moment dans un jean qui est vintage surtout, il doit être relavé plusieurs fois en tant que tel. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a un bassin de décantation, puis on réutilise notre eau chez nous dans notre propre usine de délavage. Mais avant ça, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait que cette eau soit plus propre en partant? Parce que c'est correct d'utiliser l'eau, mais ce qui est important, c'est de bien l'utiliser. En tout cas, c'est notre philosophie à nous. Donc, on a travaillé avec des techniques au laser qui justement permettent d'arriver avec des lavages qui sont vintage, usagés, mais en utilisant beaucoup moins d'eau. Et non seulement moins d'eau, mais aussi moins de produits chimiques qui sont nocifs. Donc, l'eau qu'on utilise, elle n'est pas nécessairement polluée au niveau où elle était dans les années 90 et 2000 en tant que telle. Donc, ça, c'était la première étape. On a vraiment fait une grosse réduction des produits que l'on utilisait pour attendrir nos jeans en tant que tels. Ça, c'était la première étape. La deuxième... Excuse-moi de t'interrompre, c'est parce que je veux dire aux gens que quand on parle des lavages de jeans avant la technologie dont tu nous parles, c'est qu'on utilisait énormément d'eau et même du sable et des produits chimiques pour changer le fini d'un jeans, le rendre plus vieux et tout. Alors, c'est pour ça que le dommage se fait. Donc, je voulais juste préciser que aux gens, oui. On l'avait, tu peux peut-être nous en parler un peu, on l'avait avec, on vieillissait le denim avec du sable, avec des produits chimiques, le délavage à l'acide dans le temps. Ça, c'était tout des finis qui nécessitaient de l'eau. Et de là, l'importance des nouvelles technologies que tu utilises maintenant, qui est le laser, qui peut donner les mêmes effets que ces anciennes méthodes-là.
Exactement. Dans le temps, on prenait carrément du papier sablé, puis on frottait les jeans un à un pour s'assurer qu'on enlevait les fibres, mais on les enlevait très très délicatement pour que les particules de couleur s'enlèvent et que le jean blanchissait ou on faisait des zones usagées versus pas usagées. Aujourd'hui, tout ça, ça a été complètement changé. Puis on est dans une optique où c'est carrément un laser qui passe à travers le jean. Je vous inviterai à aller à notre site web yogajeans.com. Je pense qu'il y a une section qui s'appelle Sustainability. Vous pouvez carrément voir un petit vidéo comment la décoloration puis l'imprimé et le design du jean se fait carrément avec un robot en tant que tel. Donc, le laser, il passe à travers puis il rend le jean un peu usagé. Une autre chose que l'on fait, c'est que quand on commence avec notre matière première, on commence avec une matière première qui est la plus proche de la couleur finale que l'on veut avoir dans le jean. Donc, vous avez besoin de le laver moins longtemps. Donc, la première étape, c'était comme on passait de comme 70 litres à 20 litres, comme il y a jusqu'à 3-4 ans. Puis là, on est rendu à pas loin de quelques verres d'eau en tant que tel pour un jeans en tant que tel, une fois qu'on a recyclé notre eau nous-mêmes. Donc, dans notre propre usine, on utilise la technologie à son maximum pour justement pouvoir travailler avec le moins d'eau possible, rendre l'eau que l'on utilise la moins polluante possible. Puis en plus de ça, une fois qu'on a fini avec cette eau-là, on la remet dans le système puis on la réutilise pour en faire d'autres. Donc c'est carrément, c'est pas 100% circulaire parce qu'il y a quand même de l'évaporation avec la chaleur et tout ça, mais on s'entend que c'est la direction qui compte. Puis nous, ce qu'on veut, c'est de faire le plus possible aller dans la bonne direction puis rendre notre jean le plus éco-friendly, j'ai envie de dire, par rapport à notre environnement. Je ne sais pas si ça explique bien, mais je pourrais passer 2 jours à parler juste de ça. Ben oui, ben c'est les gens réalisent pas que bon du Denain quand ça vient au monde, du Denain c'est foncé 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 hein. Et donc la création du Denain c'est super foncé. Donc si on veut un jeans qui est pâle, ben il faut le laver, il faut utiliser des techniques puis des différents délavages et tout. Donc on a l'impression que le jeans arrive pâle comme ça. Ben non, il arrive foncé puis là il faut trouver des stratégies. Ben là maintenant il arrive pâle peut-être, c'est ça que tu me dis? Non, on l'amène le plus proche de la couleur finale, mais en plus de ça, dans la technologie, tu sais, comme on parle beaucoup d'ozone, mais il y a des machines, ça s'appelle des ozonators. Ça fait que vous mouillez un peu le jean, vous le rendez humide à 48 degrés d'humidité, puis vous le passez à l'ozonateur, puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça mange la fibre de couleur. Donc, il pâlit, il devient de plus en plus pâle, puis l'ozone, il est tout récupéré, puis il est extrait de la machine, puis quand vous le sortez, tout le jean, on dirait qu'il a été lavé pendant 6-7 heures avec du javel et tout ça, mais il ne l'a pas été du tout. C'est juste une réaction chimique qui vous permet d'avoir le jean dans cette chose-là. Donc, on a une équipe, on est chanceux d'avoir une équipe incroyable puis qui essaye de faire la différence puis qui pousse à tous les jours pour essayer de faire de quoi d'intéressant puis de fashion en même temps parce que faut pas oublier que c'est bien beau de faire notre produit localement et tout ça, mais à la fin de la journée, nous, on a choisi de se positionner il y a 20 ans dans le jean. Quand on a commencé, ça fait quand même 2000, on est une vieille compagnie, à mes standards en tout cas. Et on s'est dit, on choisit le jean parce que c'est un vêtement que vraiment vous portez beaucoup, puis c'est comme votre go-to dans votre garde-robe. Une fois que vous avez un jean que vous adorez, vous le portez presque tous les jours, ou vous pourrez le porter tous les jours, puis c'est quelque chose que vous pouvez avoir un cost per word qui est énorme. C'est quelque chose qu'à la fin de sa vie, il est encore plus beau que quand il était neuf. Puis on parlait de upcycling, c'est super tendance. Nous, ça fait longtemps qu'on essaye toujours de trouver des deuxièmes vocations à nos produits et tout ça. Puis on en fait un petit peu au mieux de notre capacité. On pourrait parler de ça aussi plus tard, mais c'est super intéressant de voir comment un jean, il évolue, puis ça devient ton meilleur ami dans ta garde-robe. Puis le fait de pouvoir le porter beaucoup, oui, c'est vrai que ça utilise un peu plus d'eau que d'autres choses, mais si c'est fait intelligemment avec la technologie d'aujourd'hui, puis responsablement, une fois que tu le portes assez, c'est plus que contrebalancé par rapport à la valeur et son empreinte écologique en tant que telle. Oui, puis tu sais, je rajouterais aussi, je pense que pour un jean, c'est peut-être comme le vêtement dans ta garde-robe que tu vas avoir tendance à moins surconsommer, tu sais, parce que justement, comme tu dis, quand t'as un jean, ça vieillit bien, tu l'aimes, tu le portes. C'est pas comme un t-shirt que t'as acheté puis qu'une saison plus tard, t'es tanné de voir cette couleur-là où il a mal vieilli. C'est plus la couleur, tu sais, le rouge écarlate qu'il y avait, fait que tu t'en débarrasses, tu sais. Fait que c'est aussi comme
un vêtement qui a... Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais rajouter. Ben, je trouve aussi Merci. que le Denain, oui, merci Laurence. Je trouve que le Denain, peut-être tu peux en parler, Laurence. Je sais pas si vous upcyclez le Denain, surcyclez le Denain, mais je trouve que c'est une matière qui est le fun et qui est quand même pas facile, mais quand même qui aide à la créativité pour le surcyclage. C'est résistant, ça se travaille bien, ça garde sa forme. Je sais pas, Laurence, parle-nous un peu parce que on parle de surcyclage et Laurence est là aujourd'hui pour vous en tant que solution, parce que de ne pas d'acheter moins de neuf, évidemment de porter vos vêtements le plus longtemps possible, de moins acheter de neuf et d'acheter usagé, ça fait partie des solutions pour diminuer la consommation d'eau qu'on prend pour faire des nouveaux vêtements. Alors Laurence, parle-nous un peu du upcyclage, comment ça se passe chez vous? Ben nous, justement, on a décidé de... C'est l'exemple que je donnais au début, qui est un peu comme ça qu'on a commencé. En fait, là, nous, avec le temps, on a décidé de justement focusser principalement sur le Denain. Pour plusieurs raisons qui ont été énumérées, là, mais la première, c'est qu'en général, c'est une matière qui est vraiment de qualité puis qui est durable. Puis c'est un peu le point aussi de faire du upcycling. Tu veux pas transformer un produit pour qu'au bout de 3-4 fois que tu l'aies porté, je veux dire, qu'il soit plus bon, plus beau. Tu veux que les gens ils le gardent là, justement. Puis aussi, parce que comme on a parlé tantôt, le Denain, c'est une des fibres, un des textiles les plus polluants à produire. Fait que c'est pour ça que nous, on a quand même décidé d'essayer de focusser sur ces vêtements-là pour leur vie. Puis tu sais, moi, en fait, dans l'industrie du vêtement, ce que je voudrais aussi comme un peu faire comprendre aux gens, c'est que c'est comme s'il y a en tout cas à ma connaissance pour l'instant, qu'il y a comme deux moments où il y a vraiment des déchets qui sont générés. Fait que la première, où il y a une possibilité de faire du upcycling. Fait que la première, c'est vraiment dans le processus de production. Le processus de production d'un vêtement. Donner un exemple concret de ça, c'est en fait, nous, ça fait quelques années déjà qu'on travaille avec un coupeur. Puis lui, en fait, il ramassait 25 sacs de poubelles, là, les super gros sacs, de retaille par jour. Fait qu'en fait, c'était toutes les retailles, des morceaux qu'il coupait pour des clients, ses designers, tout ça. Les retailles de ça, ça va à la poubelle là, en général. Puis c'est ça. Puis tu sais, juste mentionner aussi aux gens que des coupeurs à Montréal, il y en a pas juste un. Fait que si lui, il y avait 25 sacs par jour, il y en a beaucoup là des sacs qui se ramassent oui. À la poubelle justement. Fait que lui, en fait, puis ça fait un peu référence à ce qu'on parlait aussi de financement puis tout. En tout cas, lui, ça l'a comme vraiment choqué. Puis ça faisait un petit bout déjà qu'il essayait de qui a fait des démarches auprès de la ville, essayer d'avoir du financement pour justement faire quelque chose avec ces retailles-là. Puis bon, il s'est rien passé de ce côté-là, mais lui, il a quand même décidé, il s'est acheté une machine qui est une déchiqueteuse, en fait. Fait que ça, comme ça le dit, ça déchiquette les fibres. Puis là, lui, il est en train de mettre sur pied justement une marque de coussins. Fait qu'en fait, tout ce qu'il a déchiqueté, ça sert à remplir les coussins. Fait que c'est la manière qu'il a trouvé d'utiliser ces retailles. Fait que ça, c'est un bon exemple de upcycling au niveau vraiment des déchets qu'il y a dans la production. Puis sinon, il y a plein d'autres exemples justement de designers locaux, qui font de plus en plus. Le upcycling, c'est quand même un truc qu'on voit qui apparaît de plus en plus avec des produits qui justement, c'est des produits que des gens ont consommés qui finalement ne veulent plus, comme par exemple, il y en a un qui s'appelle c'est Laugh by Lafaille. Puis lui, en fait, il récupère justement des t-shirts, des chemises, puis il refait vraiment des vêtements à partir de ça. Lui, c'est ça, c'est une marque haut de gamme, puis c'est un Montréalais. Il y a aussi, sinon, un autre designer montréalais, une autre marque montréalaise, Eden. Eux, justement, ils utilisent du coton qui est recyclé.
Fait que là, c'est vraiment, tu sais, la fibre qui a été déchiquetée, refilée, puis, tu sais, qui a un nouveau cycle de vie. Puis sinon, il y a aussi, tu sais, il y a vraiment de plus en plus de gens qui font ça, là. Il y a une designer aussi qui s'appelle Marine Serre. C'est une Européenne, puis elle, je dirais, ça fait peut-être 5-6 ans là qu'on a commencé à entendre parler d'elle, puis je pense que ça a justement fait comme un boom dans un peu, si je peux dire, dans l'industrie du vêtement par rapport au upcycling, parce qu'elle, en fait, c'est vraiment une marque, c'est une designer de luxe qui utilise, en fait, les fins de stock de textiles de d'autres marques de luxe. Puis qui fait vraiment, elle, un peu plus en mode patchwork, là, si on veut. Mais elle fait ça aussi. Puis une autre entreprise, moi, qui m'a vraiment fascinée, qui sont aux États-Unis. Puis eux, en fait, ils ont décidé ils récupèrent du plastique. Puis ils ont décidé de tout trier le plastique par couleur. Puis dans le fond, ils refont le textile avec ça, mais en gardant la couleur qu'il y avait dans le plastique. Comme ça, ils sont pas obligés de reteindre le textile qui est recyclé. Puis, c'est vrai, il y a des... Excuse, je t'interromps parce que c'est ça, c'est que quand on recycle des fibres, il y a quand même des limitations. Tu parles d'upcyclage. Upcyclage, juste pour revenir sur le terme, c'est que tu prends un vêtement et tu lui redonnes une autre vie en le recréant, mais tu parlais de déchiquetage pour recréer de la fibre. Donc ça, vous allez voir de plus en plus dans les étiquettes de vêtements polyester recyclé, coton recyclé. Donc, il y a des nouvelles technologies, on le voit de plus en plus. Donc, ça aussi, ça fait partie, moi j'appelle ça les 7 R. Si vous allez sur le site de Fashion Takes Action, on est rendu à 7 R au niveau du recyclage j'appelle ça le spectre de la réutilisation. Donc, on a de plus en plus de solutions. Encore là, on a besoin de financement pour tout ça, mais on en voit de plus en plus. Donc, je dis souvent à vous, consommateurs publics, lisez les étiquettes de vos vêtements quand vous les achetez. Vous allez découvrir des choses bien fun, puis c'est super facile à faire. Donc, il y a tout ça. Je voulais parler aussi, écoute, ça passe vite. Dans 5 minutes, on va peut-être prendre les questions, on va peut-être dépasser un peu. J'aimerais parler un peu de l'utilisation, de l'entretien à la maison des vêtements. Moi, j'ai réalisé à un moment donné que je lavais trop souvent mes vêtements. Je sais pas si vous avez des trucs. Geneviève, bien évidemment, quand on s'entraîne, on doit le laver plus souvent. Mais est-ce que tu as parce qu'il n'y a pas seulement le vêtement qui crée des microfibres, mais c'est les savons qu'on utilise aussi pour nettoyer les assouplissants. Puis moi, pour ce qui est des vêtements de yoga, j'ai réalisé aussi que tout ce qui est assouplisseur, ça endommage la fibre. Je sais pas, toi, ta technologie, ta matière, est-ce qu'il y a des petits trucs aussi qui, au-delà de la fibre, qui peuvent aider les gens à la maison pour le lavage? Ben, c'est sûr que premièrement, c'est l'eau froide, plus. Bon, on est vraiment une petite amie. Et c'est sûr que tout ce qui est détergent et assouplisseur et tout ça, oui, effectivement, mais de plus en plus les compagnies, ce qu'on parle de micro-billes, il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est interdit par les compagnies. Fait que ça, ça va bien, excusez-moi. Okay. Les joies du direct. Oui, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup de solutions, mais tu sais, en tant que vêtements d'entraînement, les vêtements d'entraînement, évidemment, ben, comme je disais tantôt, c'est plate, mais il faut les laver, tu sais. Fait que tu peux les faire sécher. Déjà là, la consommation de la sécheuse, qui prend quand même beaucoup d'énergie, ben, on élimine ça. Donc, oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux aller faire le sécher sur la corde à linge ou sur un support l'hiver que de le mettre dans la sécheuse. Tout ce qui est détergent, comme je disais, c'est de mieux en mieux. Le microbilles, le phosphore et tout ça, il y a beaucoup de choses, des lois qui ont passé pour bannir ça. Autre chose, comme en Europe maintenant, les nouvelles sécheuses, les filtres, c'est Adrienne, tu voulais en parler, les filtres, ça va être de plus en plus obligatoire pour une nouvelle laveuse, en fait, là, que ce soit Whirlpool ou bon, je les connais pas, là. C'est ça. C'est obligatoire d'avoir le filtre. En 2025, ça passe. Anne-Marie pourrait peut-être me confirmer. J'essaye de trouver ma statistique sur mon téléphone, mais je crois qu'en 2025,
toutes les nouvelles machines à laver vont avoir un filtre. Parce que je me disais, on est en 2021. Comment ça, les microfibres, ça sort de chez nous? Tu sais, je comprends même pas pourquoi ça se rend dans les rivières. Alors, en 2025, les fabricants de machines à laver n'auront pas le choix de mettre un filtre. Alors, ce qui va se passer avec le filtre, bon, on va voir du monde qui vont probablement chialer. C'est qu'est-ce qui va se passer? Mais on va trouver d'autres solutions. Mais là, il faut plus que ça se rende dans les océans, là. Non, exact, parce qu'il faut savoir, tu sais, les sites d'épuration d'eau, là, quand ils ont été faits, là, des décennies, là, les filtres la porosité, là, c'est trop gros. Donc, tout ce qui est microscopique, ben, ça passe. Ça passe. Puis, ça reste pas là. Ça s'en va à quelque part. Ça suit son cours vers les ruisseaux, les rivières, les lacs, les océans. Tout se termine dans les océans. Donc, oui, la microfibre, que tu peux avoir une fibre plus naturelle qui va se dégrader avec le temps naturellement, mais le microplastique ne se dégradera pas. Donc, c'est un peu ça ce que nous dont on fait, et la solution aussi à propos des filtres là, dont on parle. Parce que votre matière rejette 80% moins de microfibres en ce moment-là. Et vous travaillez pour peut-être 100%. Non, pas peut-être, pas 100%, mais non, c'est juste. Je voulais pas confirmer avant, là. Je voulais juste que je voulais pas vendre un punch. En fait, c'est juste parce que dans un legging d'entraînement, je peux pas avoir 100% de nylon. J'ai besoin de spandex, j'ai besoin d'élastane. Ouais. C'est vraiment juste ça. Fait que la technologie, les recherches, tout ce qui se passe dans le monde, ça s'en vient là. Fait que le spandex va être disponible en biodégradable. Donc oui, effectivement, 100% du legging, là, on parle de legging short, capri, whatever, là, mais donc ça ne rejettera pas de microplastique lors du lavage. Wow. Éric, je pense à toi parce que on lave trop nos jeans, hein? Puis toi, j'aimerais ça que tu nous donnes des petits trucs pour peut-être diminuer le lavage des jeans à la maison. Ben, la première chose, c'est il faut suivre les instructions parce que nous, on a mis beaucoup d'efforts dans vraiment étudier ça. Puis une des choses qui est très importante aussi, on parle d'eau et tout ça, mais l'énergie, ça chauffe l'eau, on le sait. Il faut être responsable. C'est pas juste l'eau. L'eau est au milieu de tout ça parce que c'est comme notre ressource naturelle la plus importante, j'ai envie de dire mondialement. Mais pour que l'eau soit bien, il faut que tout le reste marche comme il faut. Ça fait que déjà les sécher à l'air, je reprends ce que ma collègue a dit tout à l'heure, Geneviève. Donc ça, c'est important. Mais aussi peut-être un jean, on a peut-être besoin de le laver moins souvent. Tu sais, c'est comme moi, je suis très dans le raw denim, puis comme j'aime ça quelque chose qui vieillit bien, puis tout ça. Puis je te dis franchement, je lave pas mes jeans trop souvent. Quand j'ai besoin je les mets dans un Ziploc, puis je les mets carrément dans mon frigo, puis je les gèle à fond. Puis ça fait la job, je les ressors, je les mets à l'air avec un petit peu tu sais, c'est comme je les mets dans un cycle rafraîchissant. Puis that's it, that's all, ça marche. Puis ça me permet de les laver beaucoup moins. Donc, il faut être responsable dans nos achats d'une certaine manière. On parle d'achat local, on parle d'achat responsable, on parle d'acheter des produits qui font la différence ou qui essayent de faire la différence. C'est la première étape. Mais une fois qu'ils sont achetés, est-ce qu'on peut-tu s'entendre de bien les utiliser puis d'acheter peut-être un peu moins, mais d'acheter quelque chose qu'on aime, qu'on adore, puis investir dans un vêtement peut-être qui est plus haut de gamme, mais qui va te durer 4, 5, 6, 10 ans sans problème. Pour moi, c'est une bonne optique. Puis excusez-moi, un holistic approach. C'est tout ensemble qui fait la différence. C'est pas juste une action qui fait tout ça. Puis nous, on fait ça à tous les niveaux en tant qu'entreprise. Écoutez, mon premier coton organique certifié, je l'ai acheté en 2003. Ça fait que on a fait du chemin, on a des cycles, on a du coton recyclé dans nos tissus. Même dans notre élastique, on a travaillé main dans la main avec Invista, avec des T400 pour vraiment développer des bouteilles avec à partir de bouteilles recyclées, on fait du stretch qui revient avec une technologie Inspira qui revient puis qui tient en même temps. Donc, on a vraiment travaillé main dans la main avec tout notre environnement pour vraiment faire la différence. Puis moi, je pense que c'est l'amalgame de tout ça qui vraiment nous permet, en tant que consommateur, numéro un, de voter avec nos dollars, mais aussi de faire la différence, puis de capturer, puis d'appartenir à une tribu qu'on décide de créer de la valeur au lieu d'en détruire. Donc, ce soit une ressource, c'est autre chose.
Je pense Oups. qu'on est freezé, là, tout le monde. Est-ce qu'on nous entend encore? Moi, je vous Merlin. entends. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends Ah, très Est-ce que vous je pense que m'entendez? saccadé. moi, ça a coupé dans Oups. mon cas. Allô? Est-ce que je refresh? On refresh. Revenu? Doudou? Hello? C'est bon. Allô? On On est là. refresh. Ben oui, All right. On va avoir Eric. Oui, Laurence, si tu as quelque chose à ajouter. Ensuite, ben on c'est passe à la ça, tu période sais. de questions. Là, j'ai des questions. Moi, c'est ça, je voudrais juste, tu sais, terminer sur, ben, en tout cas, terminer. Parler qu'en fait, tu sais, je pense que un Ah, gros changement qui est très important, c'est, comme Eric disait, de consommer moins, tu sais. D'être capable de penser à qu'est-ce que tu vas porter, tu sais, est-ce que ça aussi, c'est un morceau que pour les 5 prochaines années, je vais apprécier porter, tu sais, puis je pense que ça, c'est super important. Puis par rapport à ça, tu sais, moi j'ai eu un beau cadeau, puis je veux juste vous le montrer parce que je trouve que c'est un livre incroyable. Ça s'appelle The Conscious Closet. Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment super de ce livre-là, c'est que la fille, justement, tu sais, elle donne vraiment comme des cues pratiques à comment tu fais la transition pour avoir un garde-robe qui est plus éco-responsable. Mis à part, bon, acheter des brands éco, ça, c'est sûr que c'est super, mais comment tu peux changer ta mentalité par rapport aux achats que tu fais. Puis je trouve que ça, ben oui, tu sais, c'est super important, là. Fait que je sais pas si je peux leur montrer peut-être plus longtemps pour que les gens ils puissent Elisabeth Klein, elle a écrit d'autres livres aussi. Elle est super. excusez. Puis écoute, ça me fait penser que ceux qui veulent en avoir un en français, il y a Léonie de Gaïa et du Boss aussi qui en a. Euh, ah, OK, je l'ai. Je suis pas capable de m'aligner. Pour une garde-robe responsable. Donc, si vous ne lisez pas en anglais, il y a celui-là aussi qui peut être super intéressant. Puis, en fait, Orsola de Castro, je ne sais pas si vous la connaissez, il le disait, le vêtement le plus éco-responsable, c'est celui qui est déjà dans votre garde-robe. Il faut porter nos vêtements, il faut leur donner la vie la plus longue. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas s'empêcher de magasiner, ben n'augmentez pas le nombre d'items total dans votre garde-robe. Si vous achetez un nouveau, ben donnez un autre pour que le vêtement ne dorme pas dans votre garde-robe. Le nombre total dans votre garde-robe, si c'est 50, si c'est 100, on vous juge pas, c'est à vous de décider, mais n'accumulez plus, donnez-le. La chose que je peux vous dire, ne jetez pas les textiles à la poubelle, donnez vos textiles, peu importe la friperie, que ce soit une chaîne ou peu importe, tous les textiles se recyclent et remettez dans la main de ceux qui prennent les vêtements de faire quelque chose d'autre avec. Donc, ça peut être une façon aussi d'être de plus en plus éco-responsable. Alors, j'ai des questions. On passe à la période de questions. La première pour Geneviève. Pourquoi avez-vous choisi une nouvelle fibre plutôt que d'utiliser des tissus en bouteilles de plastique recyclés? Ben, en fait, c'est quand que je parlais d'une vision 360, ben, c'était un peu le pourquoi. Fait qu'il y avait quelque chose en milieu de vie. Donc, le milieu de vie d'un produit, c'est le lavage. Il y a début de vie, milieu de vie, fin de vie. En milieu de vie qui faisait que ben, les enjeux des microplastiques devaient être adressés. Que ce soit une fibre synthétique qui a été faite à base d'une fibre recyclée de plastique, de bouteilles recyclées, de filets de pêche, de n'importe quoi, ça reste qu'il y a les microplastiques qui peuvent se rejeter vers les océans. Puis c'est quelque chose que je connaissais après ma barre, des stats que je connaissais, puis un enjeu que je connaissais dû à mon background qu'on a décidé d'aller vers ça. On en utilise des fibres qui sont recyclées. Exemple, justement, je parlais de filets de pêche, on en utilise. Mais tu sais, idéalement, on veut essayer de penser un peu plus que, mettons, pas un peu. En fait, tout est bon. Il n'y a rien de mauvais. C'est ça que je suis en train de dire. Tout est bon. Pour nous, c'était ça notre choix. Et je pense que si je garde si je prends un cycle de vie, une étude de cycle de vie,
ça fait du sens quand même ce qu'on fait là. Fait que je sais pas si ça répond bien à la question, tu sais, puis il y a plein de choses qui se font en bouteille de plastique recyclé. C'est excellent. On peut l'utiliser pour même du textile pour justement, on parlait de rembourrage tantôt, Laurence, que ce soit des fibres pour faire des matelas, des draps, tu sais, tout ça peut être fait. C'est des choses qu'on lave moins souvent aussi. Fait que tu sais, tout est bon, il n'y a rien de mauvais. Puis Eric en a parlé tantôt, là, je pense que tous les petits gestes doivent être faits dans notre contexte à nous. Ben, ça revient à la question de, j'appelle ça l'éco-recette. On est tous uniques, hein, et chaque personne et chaque marque, chaque détaillant ont à trouver leur propre éco-recette selon leurs ressources, que ce soit financières, matérielles et humaines, et selon leurs valeurs. Donc, il y en a qui ne veulent que porter du coton organique parce qu'ils veulent des matières naturelles sur leur peau et tout. Super, mais un legging en coton organique, tu vas en acheter 10 pour un legging en nylon spandex. Alors, si toi, ce n'est pas le gaspillage, alors faut pas se juger là-dedans. C'est ça l'affaire qu'on oublie. Non. Là, en ce moment, c'est de trouver ce qui fit pour nous. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est super gris. Ça va être comme ça pour un bout. Donc, chacun trouve sa façon et on le fait bien sans juger les choses. Mais c'est les bouteilles le polyester fait en bouteille de plastique rejette des micros plastique dans les océans. Alors, toi, tes valeurs, Geneviève, c'est d'arrêter ça. Donc, ça fait du sens pour toi. Tu résumes très bien, Myriam. Puis, tu sais, si je vais juste prendre une dernière minute, mettons, puis ça va compléter un peu le pourquoi. Ben, juste un exemple ou un parallèle. Il y a beaucoup de textiles qui se font à dériver de, là, on parle de bio-based. Fait que dérivé de quelque chose d'une biomasse, donc que ce soit d'un arbre, d'une plante, mais à la base, là, après, moi, je vais me poser la question, OK, là, les plantes, les arbres, c'est eux autres responsables de la photosynthèse. Là, j'embarque dans d'autres affaires. Là, là, je vais un peu plus loin, là, mais tu sais, OK, est-ce que c'est la meilleure solution? Ben, changement climatique, on élimine un peu de photosynthèse, ben, peut-être pas. Parce que c'est mes valeurs à moi, à notre brand. Fait tu sais, c'est ça. C'est que ça résume, c'est juste un petit parallèle de on s'est posé certaines questions, puis on a trouvé les meilleures solutions de ce qu'on pense par rapport à notre questionnement, nos valeurs, puis ce qui est le mieux pour nous, dans le fond, et tout le temps, ce qui est le mieux pour la planète, là, on s'entend, là. Je pense à les prochaines générations futures. Mes enfants, là, moi, j'espère qu'ils vont avoir une meilleure idée que moi. Tu comprends? J'essaie d'en bâtir un pas, là, je fais un pas, ben j'espère que mes enfants vont avoir une meilleure idée, tu sais. Ouais. Non, puis c'est du jamais vu, c'est les débuts de tout ça, tu sais, ça a été pendant longtemps une tendance. Tout ce qui est éco, sustainable, ça c'est une tendance, ça va passer, mais là, mais non, ça n'est pas une. C'est pas une tendance, on est déjà plus loin que ça là. On parle de tendance, c'est fini. Ça. Non, puis donc voilà. Ben merci Geneviève. La prochaine question pour Éric. Vous faites produire localement, mais vous vendez globalement. Est-ce compliqué de faire produire du denim au Québec par rapport à la main-d'œuvre? Donc, en fait, oui, tu peux en parler. Le Québec qui a déjà été un super endroit pour fabriquer le denim dans les années 80-90 aussi. Oui, il faut pas oublier jusqu'en fin 90, le Québec, c'était la capitale mondiale du denim internationalement. On parle de Levi's, de Gap, on parle des années 90, j'ai envie de dire, c'est generational brand. La plupart étaient faites ici au Québec, donc c'était quand même incroyable avant que tout se délocalise. Ça fait qu'il y a un savoir-faire ici chez nous au Québec. On est une brand qui est locale, oui. Je suis aussi très fier de dire que notre équipe, on a produit jusqu'à la pré-pandémie 100% des yoga jeans ici au Québec. La première fois qu'on a commencé à importer nos produits propres, c'était quand on a mis nos ouvriers à l'œuvre pour la pandémie, puis pour faire des blouses médicales. Puis même quand on en a fait, on a fait des blouses réutilisables en nylon qu'on pourrait porter 150, 200 fois lavées sans problème. Ça fait que vous irez sur notre site web voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est quand même pas mal original. Mais pour revenir à la question en tant que telle, c'est oui, on vend à l'international. On vend nos marques Yoga Jeans qui représentent qu'est-ce que l'on est. Mais je suis très fier de dire aussi que
on a été les premiers à envoyer à Port-Franc par voilier des jeans avec une énergie complètement verte jusqu'à l'autre côté de l'océan, au Marais à Paris avec voitures électriques. Donc, on essaye d'innover puis d'arriver à faire des différences puis d'exporter un peu de ce Denim Haven qu'on crée ici au Canada, et aussi au Québec. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a des clients à l'international aussi. Puis une des choses que l'on fait, c'est que dans nos programmes privés, on produit pour nos clients le plus proche des usines qui sont de chez eux. Donc, je vous donne un exemple. Quand ça vient en Afrique ou au Middle East, on vend des jeans, mais ils sont faits aux îles Maurice. Donc c'est un bateau, c'est pas si loin, c'est relativement proche de là où ils sont vendus. Donc, notre concept est vraiment, on travaille au Vietnam, mais on sert l'Asie du Vietnam en tant que tel. Donc, tout reste un petit peu, c'est global, c'est une économie Ah, globale, j'aime mais ça. locale en même temps. So we're kind of J'aime like a ça. global brand. Ouais. Puis tu sais, c'est comme, on a toujours fait Local. ça, puis on l'a toujours fait, puis c'est important de penser global, mais d'être le plus local possible. Quand on produit un produit, je vous donne un exemple, le maximum qu'on peut acheter des tissus qui sont faits, malheureusement, il n'y a pas de tissus qui sont faits nécessairement ici au Québec ou au Canada. Ça fait qu'on essaie le maximum d'acheter en Amérique du Nord avec du cotton USA, avec du coton qui est grandi en Amérique du Nord, peut-être du Mexique. Donc, on essaye de ça. Mais quand on n'arrive pas à trouver, on a une cliente qui est très exigeante et qui veut le meilleur, puis le top du top, puis la meilleure dans tout. Ça fait que des fois, oui, c'est vrai on amène des choses d'ailleurs, de partout dans le monde, mais ce qui est important, c'est qu'on le fait responsablement avec le plus de diligence possible pour vraiment faire une création de valeur sous toute la chaîne de production. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pourrais parler de ça un autre 4 Oui, jours aussi. euh, j'adore. Attends un petit peu, j'ai d'autres Ouais. questions. Non, c'est ça, un instant. View all. Pour Laurence, est-ce qu'on pourrait s'imaginer un marché haut de gamme dans le vintage ou le surcyclage? En fait, c'est que je trouve ça bon cette question-là parce que le usager, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de mythes et de peurs reliés. Les gens ils ont l'impression que c'est plus sale ou ils ont peur de porter les vêtements de quelqu'un d'autre et tout, mais c'est pas vrai et ça change. Et même dans le haut de gamme, on le voit de plus en plus et je crois que tu le fais. Il y a des trucs super haut de gamme maintenant qui se font, qui sont surcyclés et upcyclés. Oui, ben tout à fait. Tu sais, je pense que déjà, ça dépend des matières que tu utilises. Puis aussi, ça dépend de ses produits où. Tu sais, dans l'optique, tu sais, je parlais, mettons, de Laugh by Lafayette tantôt. Ben lui, tout est fait ici. C'est lui qui le fait avec sa petite équipe. C'est vraiment, tu sais, bon, les designs sont plus travaillés, tout ça, mais tu sais, on est vraiment dans du haut de gamme. Puis je pense que ça va de plus en plus vers ça aussi, parce que, tu sais, veux pas de faire du upcycling, surtout quand tu pars d'un vêtement qui a déjà été produit, mais ça implique quand même beaucoup de travail. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, 2 coups de ciseaux, puis zoom zoom, tu coupes, puis ok, c'est fini. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de travail relié à ça pour aussi, tu sais, désassembler euh, sans maganer la fibre ou sans, tout ça. Fait que oui, je pense que de plus en plus, on s'en va vers ça. Ouais. Ben, il y a une question pour tous de la part d'Artem. Oh, vas-y, Eric, vas-y. Moi, je peux pas encore dire le nom de l'entreprise, mais on est en train de travailler avec des designers haut de gamme pour faire une collabo, justement avec des jeans upcycle. Donc, c'est super, super intéressant. Ça va venir en 2022, mais c'est super. Moi, je pense qu'on est dans un crossroad assez incroyable par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le monde. Finalement, l'écologie commence à vraiment compter. Puis, je pense qu'en 2021, 2022, c'est la première fois que les gens sont prêts vraiment, en point de vue masse critique, à payer un peu plus cher pour quelque chose qui est fait et qui ressemble plus à leur valeur. Avant, c'était, il faut que ça soit au moins le même prix ou moins cher. Je pense qu'on est rendu ailleurs, puis je pense que c'est super excitant qu'est-ce qui va arriver dans les 5 prochaines années. Super. On va bien ou est-ce Ouais, qu'on puis fait tu un sais, je refresh? rajouterais par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'on fait Allô? refresh? Moi, ça a freezé.
Moi aussi. Allô? Je suis revenue. Êtes-vous là? Ouais. Yes. OK, super. Puis, je voudrais compléter aussi, tu sais, je pense que dans le upcycling, il y a de plus en plus de pièces uniques ou de séries limitées aussi qui se font. Puis tu sais, il y a un besoin pour ça. Il y a des gens qui veulent justement, tu sais, des pièces uniques qui ont vraiment beaucoup de travail dessus puis tout ça. Fait que oui, effectivement, je pense comme Eric disait, il y a une bonne partie du puis c'est comme si les gens, tu sais, nous, je le vois, tu sais, en 3 ans, comment par rapport aux produits upcycled qu'on fait, ben comment, tu sais, il y a justement une conscientisation qui se fait auprès de la population par rapport à ça. Puis, tu sais, les gens trouvent ça cool, puis ils sont fiers de, tu sais, porter quelque chose qui a été, que tu vois que c'est réutilisé sans nécessairement être comme dans le patchwork, là. Tu sais, il y en a quand même pour tous les goûts, là, dans le upcycling. Mais c'est ça, tu sais, les gens, ils... Ouais, tout à fait. Ben, c'est ça. Une des questions, c'est marqué de la part d'Artem, est-ce possible d'acheter local sans se ruiner? Puis je veux parler un peu, je pense que le concept de cher, pas cher a à être remplacé par le concept de juste fair, le fair price. On arrête toujours cher, pas cher. Ouais, mais c'est quoi cher, pas cher? Il faut commencer à parler de prix juste et on voit de plus en plus de transparence qui est un vêtement. Ça prend beaucoup de gens à travailler dessus et quand tu payes un t-shirt en bas de 20 là, il y a quelqu'un qui a souffert en quelque part et là, ça marche pas. Mais on s'est fait habituer à ça. Si vous voulez payer un t-shirt même en bas de 30 c'est qu'on a de plus en plus de matières cheap et on ne sait plus, mais un vêtement, ça a une valeur. Je regardais une statistique justement. Tous les produits depuis les 50 dernières années ont augmenté, sauf les vêtements. Les vêtements, c'est de plus en plus moins cher. Comme si ça valait rien. Comme si des vêtements, juste pour faire un t-shirt, t'as quelqu'un qui pense au concept, t'as quelqu'un qui le dessine, t'as quelqu'un qui fait le patron, t'as quelqu'un qui fait la matière, t'as quelqu'un qui teint la matière, t'as quelqu'un qui le coupe, t'as quelqu'un... Tu sais, des fois, il y a 10-12 personnes qui ont touché à un morceau. Si ça coûte 5 ça ne fonctionne pas. Alors, il faut redonner des lettres de noblesse aux vêtements. Des vêtements, c'est difficile à faire. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Oui, c'est possible sans se ruiner, mais il faut commencer à payer pour de la qualité et vous pouvez demander aux marques pour de la transparence, pour vous assurer qu'il y a eu un bon traitement. Parce que j'ai vu aussi de l'exagération de prix, c'est-à-dire, c'est vintage. Tu sais, il faut que vous soyez capable de prouver que vous êtes bien traité. Puis il y a bien des marques green aussi qui sont sorties, mais après ça, c'était révélé que les employés étaient pas bien traités. Il faut qu'il y ait une transparence et il faut que le concept de prix juste et qui paie bien les gens derrière. Il faut recommencer à parler de ça. Je m'entends dire, hey, je l'ai payé pas cher. T'sais, on était fiers de ça, de payer pas cher. Comment ça, j'ai dit ça? J'ai payé 5 piastres. J'ai tout acheté les couleurs. Mais on peut plus faire ça. Si vous voulez vraiment payer pas cher, allez dans un magasin usagé, dans un comptoir de partage, dans un village des valeurs, tout ça. Allez quelque chose qui a déjà été fait, qui se revend. Vous voulez payer pas cher? Commencez. Mais si vous voulez quelque chose de neuf, des trucs en bas de 20 piastres puis en bas de 30 piastres, ça a plus de sens. Donc, voilà, c'est moi qui ai répondu à la question. Oui, c'est ça. C'est bon. Mais Myriam, moi, j'ajouterais aussi, la matière première, elle coûte cher. La matière première qui est éco-responsable ne coûte pas 2 piastres du mètre. Non. Oui, il y a bon les point, gens, merci. on produit ici localement. Les gens sont bien traités. Il y a des fenêtres dans les usines, c'est pas sombre. Mais la matière première et le fil augmentent. Depuis la pandémie, je te dis, c'est le 75 sous, là, ça paraît, là, du mètre, là, je te parle c'est juste un petit exemple de même, mais tu sais, ça coûte cher. Puis même c'est les durable. bonnes marques. Oui. Donc, et responsablement fait, la qualité, ça se paye, mais tu sais, c'est comme quand tu achètes un vêtement de qualité, c'est un investissement dans ta garde-robe. C'est quelque chose que tu vas aimer porter, c'est quelque chose que tu vas pouvoir profiter de. Puis tu sais, comme
c'est comme les gouvernements. Ils achètent je veux pas dire qu'est-ce qu'ils achètent, mais disons, ils achètent quelque chose, puis si tu peux l'utiliser 2 fois, c'est le plus prix, c'est le prix le plus bas. Mais si tu payes quelque chose 10 pièces, puis tu l'utilises 2 fois, c'est 5 pièces l'achat. Ça se peut que tu peux payer quelque chose 30 pièces, mais si tu l'utilises 30 fois ou 60 fois, c'est 50 cents l'achat que tu l'as apporté. Mm. Donc, tu sais, c'est un parfait exemple de comme, il faut changer le mindset de comment on réfléchit en tant que tel. Puis, tu sais, c'est comme, je te donne un exemple. Nous, c'est vrai qu'on est un peu plus cher, mais moi, je pense qu'on a le prix juste en tant que tel. Mais tu sais, c'est comme quand vous vous Oui, inscrivez au newsletter, vous allez sur YogaJin, une fois de temps en temps, vous allez avoir des petits cadeaux ou des petites ventes. Achetez-les quand ils sont en vente, mais au moins, vous achetez un produit qui est de qualité. Puis c'est ça qui est important. Ça dure oui, longtemps. Fait que c'est encore mieux. oui. Ben oui. Tu sais, c'est qualité over quantité, ça c'est certain, mais puis c'est parce que tellement, comme tu parlais de mindset, il y a tellement de jamais s'habiller pareil, puis toujours avoir un nouveau kit pour mon Instagram, tu sais, il y a tout ce côté-là, mais échanger vos vêtements entre amis, il y a des façons de... Oui, Moi, je me dis soyez toujours, créatifs. c'est ça, Ouais, comment ouais. on peut avoir autant de looks différents avec moins de vêtements. Il me semble que c'est le fun d'essayer de relever ce défi-là. Là, je sais pas. Moi, en tout cas, je suis prête. Il y a plein de façons de faire. Puis là, oui, il y a une grosse question. Puis Laurence, tu pourrais peut-être nous rappeler la statistique de gaspillage de vêtements au Québec que tu m'as dit Oui, tantôt pour les gens. ben, en moyenne, un Québécois jette à l'année 24 kilos de vêtements. Puis ça, c'est vraiment ce qui va directement au dépotoir. On calcule même pas ce qui a été, tu sais, envoyé chez Renaissance ou whatever. Là, c'est vraiment ce qui va direct dans la poubelle. Au dépotoir. Puis, tu sais, pour donner une image un peu plus, tu sais, physique, ben ça équivaut en fait à un immeuble de 18 étages. Par Wow. année, Pour, tu sais, la totalité, ouais, par année. aux De poubelles. vêtements, tu sais, Et bien compactés, là. Tu sais, c'est puis énorme, là. Ouais. Puis j'ai pas de statistiques, mais mondialement, je crois que c'est 75% est encore portable Ouais. de ces vêtements-là qui sont jetés. Mhm. Imaginez, il y a des gens qui ont Ouais. rien là, dans la vie. Est-ce qu'on pourrait? Je pense que demain matin, on pourrait habiller la planète au complet, tu sais, avec tout ce qu'il y a d'overstock dans nos garde-robes. On parle d'overstock chez les compagnies, mais on en a chez nous aussi, tu sais, après ce panel-là, allez voir votre garde-robe, puis allez voir ce qui se passe là. Puis parlez-vous franchement, là, sans vous juger. Ouais. Je pense que c'est vraiment Oui, puis, ça. tu sais, moi, je Ton dirais concept, aussi, le concept allô? de overstock aussi. Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, OK. Excusez, ça a comme coupé. C'est ça, tu sais, puis je dirais aux gens aussi, ben, honnêtement, allez sur YouTube, allez regarder un channel de DIY, qu'est-ce que je peux faire avec mes vêtements, tu sais. Il y a plein de trucs, t'as un t-shirt qui a un trou dedans ou qui a décousu en dessous du bras, puis tu peux plus le porter, puis tu te dis, ah, je peux pas le donner, tu sais, qui va acheter un t-shirt qui a le dessous de bras décousu? Ben, je veux dire, fais de la guenille avec au lieu d'aller acheter des guenilles chez Dollarama. Tu sais, je veux dire, il y a plein de manières de réutiliser ça. Puis pour vrai, sur YouTube, ben, tu peux trouver énormément d'idées. Puis sur Pinterest, tu sais, faire des mood boards, voir, c'est ça, tu sais, moi, j'ai une amie qui s'est faite, puis je trouvais ça vraiment cool. J'avais pas pensé moi-même, mais elle s'est faite, en fait, tu sais, les sacs d'épicerie, là, que c'est comme toutes des petites mailles. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ben elle, en fait, elle avait un t-shirt qui était déchiré, puis elle l'a tout coupé en bandes, puis elle s'est fait son sac comme ça, tu sais, au lieu d'en acheter un. Fait que tu sais, c'est plein de beaux projets créatifs à faire. Je pense qu'il faut faire un refresh, la gang. Refresh. Est-ce que vous êtes là? Je pense qu'il faut faire un... Oui. All right, on est là. C'est beau. Ouais. Donc, Eric, tu Allô? voulais revenir sur le concept d'overstock? Oui, donc ça aussi. Est-ce que vous m'entendez bien, juste pour être sûr? Oui. Ouais. OK, ben, le overstock, tu sais, c'est comme on parle de notre propre garde-robe, mais aussi en tant qu'entreprise. Moi, ce que je veux inviter les entreprises manufacturières
à produire ce que l'on vend. Nous, c'est quelque chose qui nous tient très, très à cœur. Mhm. Ça sert à rien de faire des gros inventaires, puis après se débrouiller juste à les liquider, puis à forcer les gens ou à gaver les gens juste pour comme acheter quelque chose qui est déjà produit parce qu'on veut juste s'en débarrasser. Moi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité par rapport aux marques de produire qu'est-ce qu'on sait qui est vendu ou qu'on sait qu'à 100% qui va être vendu. Puis s'il en manque un peu, ben c'est pas grave, ça fait partie de la game. On va perdre un peu d'opportunités, mais je pense que ça aussi c'est super important. Puis c'est quelque chose qui rentre dans nos valeurs en tant qu'entreprise. Chez Yoga Jeans, on veut pas juste produire des milliers de jeans puis dire ok peut-être il va se vendre. Non, il y a une science derrière tout ça. On sait combien de clients comme Myriam on a, on sait combien de clients comme Geneviève on a. On détermine c'est qui nos bassins et c'est qui notre clientèle type, puis qu'est-ce qu'on pense qu'elle va apprécier ou aimer. Puis ça se peut que qu'est-ce qui va plaire à Laurence va pas plaire à Myriam, mais on produit qu'est-ce qu'on pense scientifiquement qu'on va être capable de vendre à Laurence, à Geneviève, puis à Myriam seulement. Pas comme Mhm. quatre fois ce qu'on veut vendre à Myriam parce qu'on se dit, ah, peut-être qu'il y en a d'autres des Myriam à qui on pourrait potentiellement vendre ça. Puis le local, ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de refaire le même produit souvent au lieu de le faire une shot très, très gros. Donc, ça aussi, c'est quelque Mhm. chose d'important. Puis je pense que toutes les entreprises, euh, ils doivent connaître ça, puis aller pour leur part du On t'a perdu. On t'a perdu, coup. Eric. Ah, ok. Est-ce que vous m'entendez On a maintenant? perdu les deux Ah, là, t'es dernières bien. phrases. On a perdu tes 2 dernières Ah, phrases. c'est moins cher d'en faire plus, mais si la plupart arrivent dans les vidanges ou ne sont pas vendus, t'as pas vraiment créé de valeur. Mm. C'est que aussi, on a créé une façon, puis là, je reviens dans mes années d'acheteur et tout. euh, on fait, ben, pour faire en Asie, il faut des gros minimums et on prévoyait nos soldes. Donc, on faisait fabriquer en sachant qu'on allait mettre à rabais. Écoute, ça finit plus. Donc, c'est vraiment important ce que tu dis de faire un inventaire plus juste. Et on a aussi le concept de drop qu'on voit de plus en plus. On voit des brands qui disent, hey, la collection, elle sort telle date, puis il y en a, c'est limité. Puis après ça, ça va aller à l'autre drop, puis ça crée un buzz. Puis les gens sont comme, hey, je vais essayer d'en avoir un. Puis si tu l'as pas, tu dis, ben la prochaine fois, je vais mieux surveiller. Alors, on le voit de plus en plus. Hey, la gang, il est rendu 6h15. Avez-vous un petit dernier commentaire à faire? On va terminer ce magnifique panel. Écoute, j'ai eu du fun au bout. Ben, hey, moi, je veux juste finir en disant, Myriam, tu parlais des 7 R tantôt. Tu sais, Oui, v'là 15 ans, il y en avait 3, hein. Ou même Ouais. 10 ans, il y en avait rien que 3. Et moi, quand ouais, j'étudiais, là, c'était pas mal rien que ça. Fait c'est que, quoi? puis le premier, c'est quoi? C'est Refuse. Mm. Mais Refuse. on Ah, est ben là, c'est le Refuse. 8e selon. Je pense que ça OK, en bon, là, fait un si tu le fais de l'autre 8e. bord, ouais. Ça fait un Mais c'est 8e. Refuse. refuser. Mais là, on s'entend que, tu sais, moi, dans un contexte de sport, ben, il faut quand même encore s'habiller pour s'entraîner. Fait qu'on essaie de trouver meilleur solution possible, finalement. Fait que c'est pas Oui, mal ça, mon petit mot de la fin. Tu sais, on va pas s'entraîner d'accord. encore sans vêtements. Fait que voilà. L'entraînement nudiste, ben évidemment, ne pas porter de vêtements, c'est ce qui est plus éco, mais il fait froid l'hiver ici, on n'est pas rendu là. Mais merci, merci Geneviève. Et Éric, Laurent, Ah, moi, je vais laisser Laurence aller première. Ben moi, je voulais vous dire, c'était ma première expérience de panel, puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous deux. Je vous trouve, ben vous trois. Puis ben c'est ça, Geneviève, Eric, je vous trouve super inspirant, puis c'est le fun de voir que, tu sais, je sais pas, je dirais des fois c'est comme si on se trouve un peu, bon, pas tout seul, mais tu sais qu'on n'a pas nécessairement l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont dans un sens, tu sais. Puis nous, ben justement, tu sais, en tant que jeune entreprise, des fois, c'est comme, t'as l'impression que tu rames comme tout seul à contre-courant. Fait que là, d'avoir fait ça avec vous, je Ouais, trouve hey, ça mais super Laurence, tu inspirant. sais, moi, j'ai fait d'autres, mettons, panneaux avec, puis des gens du monde entier en Amérique du Nord, là, puis on se pose toutes les mêmes questions. On Ouais, n'est pas tout seul. On se pose toutes les ouais. mêmes non. questions. Puis tu as Ben été c'est ça. Fait excellente, que Ben, merci. Laurence. Merci. T'as été excellente. T'es super. Merci beaucoup. Merci à toi.
Merci, honoré d'être avec vous. Je sais pas c'était quoi la question parce que j'ai disconnecté pendant une demi-seconde. Donc, Ben, je veux savoir, un mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire? On termine le ah, panel. ben, numéro un, merci de nous avoir eus. C'était super intéressant, c'est super fun d'échanger avec des collègues et avec toi, Myriam. Moi, je pense que faites votre recherche sur vos brands. Tu sais, c'est comme aller visiter les sites web, regardez à qui, c'est quoi qui vous ressemble, puis c'est quoi qui vous appelle, puis choisissez votre tribu, puis arrivez Mhm. avec quelque chose qui pourrait faire la différence. C'est juste ça qui est important. Puis tu sais, c'est comme, c'est des petits pas. Tu sais, ce qui est important, c'est de prendre les bons premiers petits pas. Puis une fois que tu prends un pas dans la bonne direction, le momentum y arrive, puis doucement, doucement, tu te retrouves à vraiment faire la différence en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que ville, en tant que nation, en tant que citoyen du Communauté, monde. ouais. Donc, Mm. Mm. c'est super important de commencer la roue. Puis, tu sais, comme tout à l'heure, tu disais, ah, est-ce que c'est-tu abordable? Donc, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus cher, mais le true cost, il fait que c'est peut-être pas vraiment plus cher. Puis, tu sais, c'est comme, ce qui est important, c'est de s'instruire, puis regarder, puis découvrir des nouvelles marques et des nouveaux produits, puis prendre et voter avec vos dollars, puis l'achat local. Puis le plus de gens font des bonnes choses, puis des bonnes actions, le plus on va avoir créé une différence globalement, tout le monde dans le monde entier. Absolument, merci. On n'a plus d'excuses. Avec Internet, il y a plein d'informations. Demandez en magasin aux gens sur le plancher si vous ne savez pas. Puis si eux ne le savent pas, ils n'auront pas le choix de demander Ouais, à l'équipe exact. d'achat et tout. Puis créez un effet de vague. Soyez pas choqués s'ils n'ont pas la réponse en partant, mais au moins demander, hey, c'est fait où et tout. Si vous le savez pas, ben écoutez, pouvez-vous me revenir? Ça va aussi motiver les équipes de vente à en savoir plus. Donc, ils vont demander aux achats. Les achats, eux, n'auront pas le choix de demander à leurs fournisseurs pour que ça revienne. Alors, c'est vraiment c'est toute notre responsabilité en tant que consommateur, Mhm. en tant que marque, en tant que gouvernement pour faire changer les choses et diminuer l'impact de l'industrie de la mode sur la planète. Alors, merci tout le monde. On se laisse là-dessus. Je voulais dire merci à Organisation Bleue et à la Maison du développement durable pour ce super panel. Demain, on m'a dit qu'il y avait un panel, une soirée en direct du Saint-Laurent, un panel familial entre 19h et 20h. Alors, on vous attend là. Merci beaucoup. Bonne soirée.